Bonsoir à tous. On célèbre demain, mercredi 4 février, la journée internationale de lutte contre le cancer. Ce grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme. Le cancer qui se caractérise par la prolifération rapide de cellules anormales est à l'origine de plus de 8 millions de décès en 2012 dans le monde selon l'OMS. C'est une cause majeure de décès dans le monde, raison pour laquelle nous abordons le sujet aujourd'hui dans Focus Santé, donc de ce jour. Et pour en parler, nous recevons le cancérologue, qui est mieux qu'un cancérologue pour parler de ce sujet. Et c'est bien le cancérologue béninois, je précise, le docteur Freddy Gnagnon. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Et merci d'avoir effectué le déplacement dans nos locaux pour parler de ce sujet très important. Merci madame. Je rappelle que vous êtes en service au CNHU, donc le Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Et vous, chers auditeurs, vous le savez, vous pouvez appeler déjà à partir de 15h30 sur ces numéros, le 21 33 84 19 et le 65 00 24 24. Je rappelle les numéros, le 21 33 84 19 et le 65 00 24 24. Aujourd'hui, on parle cancer. Je le dis en début d'émission. On va tout de suite y aller. Alors, docteur Gnagnon, à combien peut-on estimer les types de cancer dans le monde? Alors, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre de manière très exacte, pour la simple raison que, en définition, vous avez dit que le cancer est une multiplication anarchique des cellules au niveau des organes. Ce qui signifie que pratiquement tous les organes peuvent être intéressés par le cancer. Ça va de la peau jusqu'aux os, en passant par le sang, les intestins, le sein, les yeux. Pratiquement tous les organes peuvent être atteints par le cancer. Et au sein de chaque organe, il y a plusieurs types de cancers qui peuvent naître. Et au niveau de chaque type de cancer, il y a plusieurs sous-types. Donc c'est un peu difficile de vous donner un chiffre exact sur le nombre de types de cancers qu'on peut avoir. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pratiquement tous les organes peuvent être atteints par le cancer. Et au sein de chaque organe, il y a plusieurs types de cancers. Et chaque type peut être déterminé par un spécialiste qu'on appelle un anatomopathologiste, qui va déterminer chaque type de cancer au niveau de chaque organe. Il y a une classification qui est très complexe faite par l'OMS et je pense qu'il y a, à mon avis, plusieurs dizaines ou centaines de sous-types de cancers. Donc on ne pourrait pas. Voilà, donc il faut prendre plusieurs paramètres en compte pour parler de type de cancer, on l'a bien compris. Et on va évoluer dans cette émission et parler de l'état des lieux. Quand on parle de cancer au Bénin, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le cancer au Bénin, l'état des lieux n'est pas encore très reluisant, mais nous y travaillons, notamment avec nos maîtres du CNHU et du ministère de la Santé. C'est vrai que le Bénin a pris un peu de retard, en fait, dans la prise en charge des cancers. Et la première étape de la prise en charge des cancers, c'est déjà le dépistage. Oui. C'est déjà le dépistage. Le dépistage, le ministère de la Santé a entrepris plusieurs actions de dépistage, mais ces actions n'ont pas encore l'ampleur souhaitée, c'est-à-dire toute la population n'y a pas encore accès. Et c'est un projet pour que tout le monde puisse accéder au dépistage. Donc le dépistage, à l'heure actuelle, n'est pas accessible à tout le monde et c'est le premier problème. Alors quand vous avez dépisté les gens, je vous ai dit qu'il faut ce qu'on appelle un anatomopathologiste pour confirmer le diagnostic et vous dire de manière exacte quel type de cancer le patient présente. Et malheureusement, nous n'avons pas assez d'anatomopathologistes au Bénin. Nous en avons juste 3 au Bénin. Un à la faculté des sciences de la santé de Cotonou
et un autre anatomopathologiste à Parakou, et il y a un anatomopathologiste qui est dans le privé. Heureusement, il y a plusieurs jeunes anatomopathologistes qui vont arriver dans les années qui vont suivre, et vous allez voir très vite, on va pouvoir régler ce problème-là. Au point de vue de la prise en charge maintenant, parce qu'une fois que vous avez dépisté ou diagnostiqué le cancer, il faut le prendre en charge. La prise en charge du cancer, ce n'est pas comme la prise en charge du palu, ce n'est pas comme la prise en charge de l'arthrose. C'est une prise en charge qu'on appelle pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire parce qu'il y a beaucoup de spécialistes. Il y a plusieurs spécialistes, il y a plusieurs modalités de traitement qui vont intervenir pour le même malade. Par exemple, pour un cancer du sein, le malade va avoir une chirurgie, donc une opération. Il va avoir ce qu'on appelle une radiothérapie. La radiothérapie, c'est quand on utilise des ondes, des rayons ionisants pour traiter la maladie. Après, ce même malade peut bénéficier encore de ce qu'on appelle une chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quand on utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Après, ce même malade va bénéficier de ce qu'on appelle une hormonothérapie. C'est l'utilisation des hormones pour détruire le cancer. Et puis, il y a de nouveaux traitements qui sont apparus, qu'on appelle la thérapie ciblée. Et à part cela, vous avez ce qu'on appelle la médecine nucléaire. C'est une lointaine cousine de la radiothérapie, mais qui aussi utilise des rayonnements et des produits radioactifs pour traiter les tumeurs. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un malade et qui a besoin de 5, 6, 7 traitements. Et sur plusieurs années. Alors c'est ça le problème parce qu'il faut former des spécialistes dans tous ces domaines. Et tous ces spécialistes ne sont pas encore disponibles au Bénin. Et il n'y a pas en fait encore dans les pays occidentaux pour traiter le cancer, étant donné qu'il faut que le malade voit tous ces spécialistes. En général, on les regroupe dans ce qu'on appelle un institut. C'est-à-dire c'est un gros hôpital ou un gros service de cancérologie où tout le monde est là. Oui, c'est comme un package. Là, on a droit voilà, à tous les traitements. À tous les traitements. Donc, vous ne sortez pas de là. Dès que vous entrez, celui qui doit vous opérer vous prend et vous opère. Après, celui qui doit vous faire la chimiothérapie vous la fait. Et ils discutent entre eux. Et donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et puis, c'est ça un peu le problème au niveau du traitement. Mais avec le ministère de la Santé, je pense qu'il y a un projet. Il y a un projet pour réaliser un tel centre dans les années qui viennent. Sinon, que le projet devrait démarrer l'année prochaine, si tout va bien. On l'espère vivement, puisque c'est vraiment une maladie qui fait fureur et qui fait vraiment peur. Et après, on est toujours à l'étape de l'état des lieux en ce qui concerne le cancer. Qu'en est-il des chiffres? Alors, les chiffres, c'est très difficile de donner des chiffres pour le Bénin. Parce que, vous savez, pour avoir des chiffres très précis en ce qui concerne le cancer, il y a un organisme qu'on appelle le registre du cancer. C'est-à-dire, le registre du cancer, c'est une institution qu'on installe dans un pays ou dans une ville qui va répertorier tous les cas de cancer dans une population donnée. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous pouvez dire que sur 100 habitants, ou bien sur tant nombre d'habitants, vous avez tel nombre de cancers. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une règle de 3 pour toute la population et estimer environ combien de cas de cancer vous avez dans la population. Malheureusement, jusqu'à très récemment, le Bénin n'avait pas encore de registre du cancer. Et donc, les seuls chiffres qu'on a pour estimer les cancers au Bénin, ce sont les chiffres de l'OMS. Et l'OMS utilise en fait les statistiques des pays voisins et ils utilisent ça pour faire une estimation pour le Bénin. Ça va très rapidement changer parce qu'avec le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et le laboratoire d'anatomie pathologique de la Faculté des sciences de la santé, on a mis en place le registre qui est maintenant fonctionnel et je pense que dans les prochaines années, on aura des statistiques plus fiables. Oui. Néanmoins, pour l'heure, selon les chiffres de l'OMS, en 2012, on avait 5300 nouveaux cas de cancer au Bénin. 5300 personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer au Bénin, toutes localisations confondues. Et parmi ces 5300 personnes, il y a eu 3800 décès dans la même année. 3800 décès en 2012. En 2012 au Bénin. Et il faut préciser que cette tendance, elle augmente. Donc, les chiffres pour 2014-2015 doivent être nettement plus élevés que ceux que vous avez là, si on suit la même tendance. Donc, c'est ce qu'on peut retenir en matière de chiffres par rapport au cancer. On va s'intéresser maintenant au type de cancer. Quels sont les cancers les plus rencontrés au Bénin? Alors, les cancers les plus rencontrés au Bénin, c'est d'abord, on peut soit raisonner selon chaque sexe, c'est-à-dire voir les cancers les plus fréquents chez l'homme et voir les cancers les plus fréquents chez la femme, ou bien alors on peut voir les cancers les plus fréquents dans les deux sexes. Et je préfère qu'on aille comme ça, parce que ça va vous permettre de mieux voir un peu la situation, de voir les priorités au Bénin.
Alors, le cancer le plus fréquent au Bénin, c'est le cancer du sein. Du sein, autant chez la femme que chez l'homme? Oui. Alors, parmi nos patients au CNHU de Cotonou, nous avons des hommes. Il faut savoir que sur 100 cancers du sein, il y en a un qui survient chez un homme. Donc, les cancers du sein chez l'homme représentent 1% des cancers. Donc, quand vous traitez 100 personnes pour un cancer, vous avez 99 femmes, mais vous avez un homme. Et la petite anecdote, c'est qu'en général, les hommes estiment qu'ils ne peuvent pas avoir le cancer du sein. On les trouve toujours à un stade extrêmement tardif parce qu'ils estiment que ce n'est pas un cancer. C'est bien possible d'avoir un cancer du sein. Chez un homme, c'est très possible. C'est le premier cancer au Bénin. Le deuxième cancer au Bénin est encore un cancer de la femme. Oui. C'est le cancer du col de l'utérus. J'ai l'habitude de dire que c'est beaucoup de gens vous le diront que c'est bête que ce cancer soit le deuxième cancer de la femme au Bénin parce que c'est un cancer qu'on peut prévenir très facilement. Oui. C'est un cancer qui met 10 à 15 ans à se déclarer chez la femme. Et pendant toute cette période-là, il est très aisé de le dépister, de le traiter en moins de 5 minutes et de régler le problème de la femme. Quand vous laissez ce stade passer, ça devient un peu plus grave. Le troisième cancer, c'est le cancer... Et pour ce cancer, vous avez parlé de vaccin en offre. Hein? Donc, une manière de pouvoir prévenir, de pouvoir même se prémunir contre ce cancer-là. Oui, je vais d'abord vous citer les 5 cancers les plus fréquents. Puisqu'on reviendra sur ce cancer du col de l'utérus, certainement dans nos prochaines éditions de cette émission. C'est donc pour souligner que, comme vous le disiez, c'est un cancer, le cancer le plus bête qu'on pourrait attraper. Voilà. Donc, dans la liste après le cancer du col de l'utérus... vous avez le cancer de la prostate, qui est aussi le premier cancer chez l'homme au Bénin, mais il vient en 3e position quand on fait la somme. Et après le cancer de la prostate, vous avez le cancer du foie. Cancer du foie. 4e position. Et en 5e position, vous avez le cancer du côlon et du rectum, le cancer colorectal. Donc voilà le top 5 en fait des tueuses dans notre pays. Des tueurs à gages, on va dire, dans le pays. Le top 5, vous avez bien entendu le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate. Eh bien ça, c'est le 3e sur la liste. Le 4e, vous nous rappelez, le cancer du foie. Et le 5e, le cancer du côlon, le cancer du gros intestin. Voilà donc pour les 5 cancers les plus rencontrés, les plus fréquents donc au Bénin. Et bien nous, aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à 2 cancers, 2 cancers qui sont même sur la liste des cancers, du top 5 des cancers au Bénin. Il s'agit du cancer de la prostate, puisque c'est le premier cancer chez l'homme au Bénin. Et le cancer, bien évidemment, le cancer du sein. C'est le tout premier sur la liste, c'est le chef parmi ces cancers, c'est donc celui qui tient la tête, qui est à la tête du peloton, on va dire, sur la liste des cancers. Donc tout de suite, on va y aller pour ces deux cancers un peu plus en détail. Aujourd'hui, on parle du cancer et cette fois-ci, plus précisément, du cancer de la prostate. Docteur Gnagnon, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est une maladie quand même plus ou moins connue, il y a pas mal de préjugés. Et on va lever l'équivoque en quelque sorte et revenir sur cet aspect de la question. Le cancer de la prostate, c'est seulement chez les hommes ou c'est quand même relatif aux deux sexes? Alors, il n'y a que les hommes, jusqu'à preuve du contraire, qui ont une prostate. Donc, le cancer de la prostate... Donc, la prostate, c'est un organe qu'on retrouve seulement chez les hommes. Seulement chez les hommes. Normalement, la prostate ne se retrouve que chez l'homme. Les femmes, normalement constituées, n'ont pas de prostate. Donc, le cancer de la prostate ne se retrouve que chez l'homme. Donc, il n'y a pas de cancer de prostate chez la femme, c'est bien... À ma connaissance, non. D'accord. Et ce préjugé-là, l'abus entre griffes, l'abus de rapports sexuels, est-ce que ça pourrait entraîner un cancer de la prostate, comme le disait quelqu'un tout à l'heure? Non. En fait, ce qu'il disait, c'est le contraire. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait cette rumeur qui courait, selon laquelle, parce que dans la pathologie de la prostate, il y a 2 grosses pathologies. Il y a la tumeur bénigne de la prostate qu'on appelle l'adénome, qui n'est pas un cancer. Et puis il y a la tumeur maligne de la prostate, qui est le cancer de la prostate. Alors les gens disaient, on entendait souvent, que si vous avez beaucoup de rapports sexuels, vous ferez plutôt la forme bénigne. Alors que si vous faites peu de rapports sexuels, vous ferez le cancer. En fait, c'est ce que
l'intervenant disait. Et donc, en fait, ouais. Mais il faut savoir que sur le plan, parce qu'à l'échelle scientifique, à l'échelle internationale, on ne peut faire ces affirmations-là que sur les preuves d'études bien conduites. Et à ma connaissance, à ce jour, il n'y a aucune étude qui a démontré que si vous faites plus de rapports sexuels, vous avez un risque moindre de cancer de la prostate. Ce n'est pas démontré. Et donc, en tant que scientifique, je ne peux l'accepter pour l'instant. Mais non. Oui, donc c'est plus une rumeur, selon moi, hein, à mon avis. C'est plus une rumeur ou voilà. C'est pas démontré, voilà. Je pense pas que ce soit démontré. Mais est-ce que c'est exclu? Parce que vous portez assez de gants. Oui, je porte des gants parce que la science, on peut vous montrer demain une étude, on peut monter une étude demain, quelque part, qui montre qu'il y a peut-être une relation entre ci et ça. Et c'est pour ça que quand, sur le terrain scientifique, quand vous voulez parler, il faut porter souvent des gants. D'accord. Donc, ce qui n'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Donc, il faut parler avec beaucoup de réserves. Voilà, beaucoup de réserves pour ne pas, en fait, se contredire par la suite. Sinon, les facteurs de risque les plus connus du cancer de la prostate. Oui, c'est là qu'on allait en venir, oui, les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un facteur de risque. Sinon, les auditeurs risquent de stresser un peu pour rien. Oui, allez-y. Alors, un facteur de risque, il y a deux groupes de maladies. Il y a les maladies transmissibles, le sida, la tuberculose, les maladies infectieuses en général. Hein. Et puis, il y a ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, le cancer, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. Pour les maladies transmissibles, c'est très facile en général d'identifier la cause. C'est-à-dire pour le sida, c'est parce que vous avez eu peut-être le virus qui est entré dans votre organisme. Pour les maladies transmissibles, il y a un agent pathogène qui est en général identifié clairement comme la cause de la maladie. Maintenant, pour les maladies non transmissibles, en général, c'est difficile d'identifier un agent tac comme ça pour dire que c'est cet agent-là qui est la cause de la maladie. C'est pourquoi il y a la notion de facteur de risque. Un facteur de risque, c'est quelque chose qui augmente votre risque de faire la maladie. Petit exemple pour vous expliquer. Je prends 100 personnes à ma gauche qui fument la cigarette tous les jours. Je prends 100 personnes à ma droite qui ne fument jamais la cigarette. Je pars pendant 10 ans, je reviens. Parmi les 100 personnes à ma gauche qui fumaient la cigarette tous les jours, j'aurai 20 cas de cancer du poumon. Parmi les 100 personnes à ma droite qui n'ont jamais fumé, j'aurai quand même 4 à 5 cas de cancer du poumon. Il y a des gens qui ont fumé tout le temps, mais qui n'auront jamais de cancer du poumon. Et il y a des gens qui n'ont jamais fumé, mais qui auront quand même du cancer du poumon. Mais quand vous faites le point, vous vous rendez compte que quand vous fumez, vous multipliez par X votre risque d'avoir un cancer du poumon. Donc ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez un facteur de risque pour une maladie que de facto vous aurez cette maladie-là. C'est très important à comprendre, sinon c'est source de psychose. Donc un facteur de risque, ça augmente votre malchance, en griffe, de développer cette maladie. Ça augmente votre chance de développer la maladie. Donc quand vous avez ce facteur-là, vous avez plus de chances de développer la maladie. Mais ça ne veut pas dire de manière certaine que si vous avez ce facteur, vous avez la maladie. Ça ne veut pas non plus dire que si vous n'avez pas ce facteur-là, vous n'aurez jamais la maladie. Je vous ai donné avec l'exemple du tabagisme et du cancer du poumon. Voilà un peu. Mais quand vous fumez, vous augmentez de manière très substantielle votre risque de développer un cancer du poumon. Voilà qui est clair. Donc pour les facteurs de risque, et quels sont ces facteurs de risque là en ce qui concerne le cancer de la prostate? Alors pour le cancer de la prostate, le premier facteur de risque, c'est l'âge. L'âge. Donc les jeunes peuvent se réjouir. Il faut devenir plus âgé tôt ou tard. Et il faut savoir que en fait, la majorité des cancers de la prostate vont être découverts chez des sujets qui ont plus de 60 ans. Seulement 1% des cancers de prostate sont dépistés chez des sujets ayant moins de 50 ans. Mais quand même, il y a 1% qui est dépisté chez des sujets ayant moins de 50 ans. Et l'âge élevé, l'âge supérieur à 60-65 ans, augmente le risque de développer un cancer de la prostate. Et j'ai lu récemment une étude où ils ont pris des sujets qui avaient dépassé 100 ans. Oui. Et ils ont fait des autopsies. C'est des sujets qui ont dépassé 100 ans et qui sont décédés de toute autre cause. Décédés de crise cardiaque, de palud, de méningite, de tout ce que vous voulez comme maladie. Et puis chez ces sujets qui étaient décédés d'autres choses, ils sont allés enlever leur prostate et ils ont analysé. Quand vous avez plus de 100 ans, 80% d'entre eux avaient déjà un cancer de la prostate. Donc l'âge est vraiment un facteur très important dans la survenue du cancer de la prostate. D'accord. Plus vous augmentez votre nombre d'années, plus votre risque va augmenter de développer un cancer de la prostate. Donc c'est le premier facteur de risque. Oui, un facteur de risque, hein, un des plus importants. Il y en a d'autres. Hein. Oui. Alors, le second facteur de risque, c'est le facteur héréditaire, le facteur familial. Ça peut être génétique?
Génétique, oui. Génétique, je dirais plus héréditaire et familial. Parce qu'il y a une petite nuance. Ouais. Je dirais plutôt familial et héréditaire. Alors, il faut savoir que 25% des gens qui ont un cancer de la prostate ont un parent au premier degré qui avait un cancer de la prostate. Donc ça signifie que quand vous avez un parent à vous qui a souffert d'un cancer de la prostate, vous avez plus de risques de développer un cancer de la prostate à votre tour que quelqu'un qui n'a pas de parent qui a développé un cancer de la prostate. Première chose. Et puis, quand on avance un peu, on se rend compte qu'on peut faire plus de précision. Quand votre père et votre frère, vous avez eu votre père et un de vos frères qui a souffert d'un cancer de la prostate, vous multipliez par 3 votre risque de développer un cancer de la prostate par rapport à quelqu'un où il n'y a personne dans la famille qui a un cancer de la prostate. Ce risque est multiplié par 3. Et ça survient un peu plus vite, c'est ça? J'y viens. Par contre, quand vous avez votre père et votre frère qui ont souffert du cancer de la prostate, et votre père en a souffert avant l'âge de 40 ans, ce risque est multiplié par 11. Parce que plus jeunes ont été les gens de votre famille à souffrir d'un cancer de la prostate, plus important est votre risque de développer à votre tour un cancer de la prostate. Donc il y a une forte note héréditaire et familiale qui doit être considérée dans les cancers de la prostate. Donc après l'âge, il y a l'histoire familiale, les antécédents, un peu le contexte familial qu'il faut regarder. Oui. Troisième facteur qui est important, c'est l'ethnie, c'est la race. Le cancer de la prostate est beaucoup plus fréquent dans les endroits du globe où il y a des Noirs. Et ce qui est très étonnant, quand vous allez aux États-Unis, vous savez, il y a des Noirs, il y a des Caucasiens, des Blancs, il y a des Asiatiques, des Japonais, il y a beaucoup de populations. Melting pot, comme on le dit. Voilà. Mais les scientifiques américains se sont amusés un peu à voir si le cancer de la prostate était plus fréquent dans une population ou dans l'autre. Et c'est fait que chez les Noirs américains, qui vivent sur le même sol que les Blancs américains, d'accord, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 1,6 fois plus de chances de développer un cancer de la prostate que leurs amis blancs. Ça fait pratiquement 2 fois plus de risque pour un Noir de développer, alors qu'il habite dans le même pays qu'un Blanc. Donc il y a aussi l'ethnie, il y a aussi la race. Les Noirs ont plus de chances de développer le cancer de la prostate. Quand vous prenez en France, les gens qui habitent les îles et tout ça, où il y a des fortes populations noires, le taux est plus élevé que... Pourquoi cet état de choses? Est-ce qu'on arrive à se l'expliquer? Non, c'est des facteurs essentiellement génétiques. Hein, c'est comme la drépanocytose. Parce que là, on nous parle aussi des populations noires, bien, en tout cas d'une région de l'Afrique subsaharienne. Non, c'est pas exactement comme la drépanocytose. C'est pourquoi je faisais un peu de nuance tout à l'heure. La drépanocytose, c'est des gènes que les parents ont. Oui. Et puis ça peut se calculer. C'est-à-dire si votre papa est AS et votre maman est AS, qu'ils ont 8 enfants, on peut calculer exactement le nombre approximatif qui auront la drépanocytose. Ce n'est pas exactement la même chose. Ici, on remarque que chez les Noirs, le taux est plus élevé. Qu'est-ce qu'il explique? Je n'ai pas d'explication très précise sur cela, mais c'est des constats qui sont faits pratiquement partout où il y a des populations noires. Peut-être que dans les années qui vont suivre, peut-être que la science va nous donner plus de réponses. À un moment donné, on a pensé que c'était le mode de vie, parce que les Noirs américains ont un mode de vie très spécial. D'autres études sont venues montrer que le mode de vie, en fait, n'avait pas tellement d'impact. Donc, c'est vraiment du fait qu'ils étaient issus d'une population noire. À moins que d'autres études viennent démentir cela par la suite. On est en science. Et ça nous amène au 4e facteur que je voulais partager avec les auditeurs. C'est le facteur environnemental. Le facteur environnemental qui n'est pas retrouvé constamment dans toutes les études. Par exemple, pour l'OMS, pour le dernier rapport de l'OMS sur le cancer, ils ont mis l'impact sur les 3 premiers facteurs dont je vous ai parlé. Mais il y a certains auteurs qui font état d'autres facteurs, par exemple les facteurs environnementaux. Et cela vient d'un constat simple. Quand vous prenez les Japonais nés au Japon et vivant au Japon ont un taux assez bas de cancer de la prostate. Maintenant, quand vous allez prendre les Japonais qui sont nés aux États-Unis ou bien qui ont vécu aux États-Unis, leur taux de cancer de la prostate est plus élevé que les Japonais restés au Japon. Donc, c'est des Japonais, donc le même, ils sont Japonais, donc génétiquement, ils sont identiques aux autres Japonais, on peut estimer, mais ils ont un mode de vie qui est propre aux Américains quand ils habitent aux États-Unis. Et quand ils sont au Japon, ils ont un style de vie, on connaît les Asiatiques, ils mangent beaucoup de fruits et de légumes, peu de boissons, voilà. Ils ont un style de vie
en général un peu plus modeste que celui des Américains, hamburgers, pizza, tout ça. Donc l'environnement, l'alimentation pourrait influencer aussi la survenue de ces cancers-là. Donc l'alimentation aussi. Oui, les facteurs environnementaux. Ok, donc l'alimentation est... L'alimentation trop riche en graisse, en viande et d'autres facteurs dans l'environnement pourraient influencer. Mais les trois plus importants, c'est ceux que je vous ai donnés à mon avis, c'est l'âge, l'histoire familiale de cancer du sein, de cancer de la prostate, oui. Et puis la race. Malheureusement, vous voyez bien que sur tous ces facteurs que je vous ai donnés, oui, c'est très difficile d'agir. Vous ne pouvez pas agir sur votre âge. Vous ne pouvez pas agir sur le fait qu'il y ait un de vos parents qui ait un cancer. Vous ne pouvez pas agir sur votre race. Votre race, oui. C'est ce qu'on appelle des facteurs de risque non modifiables. Quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez pas agir dessus. Mais dans les cancers, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque modifiables. Et quand on parlera du cancer du sein, on va les aborder plus amplement. C'est eux qui sont plus intéressants parce qu'on peut agir dessus. Et c'est ça qui est important à mon avis. D'accord. Donc on retient donc ces facteurs de risque. À vous entendre parler, donc on ne peut pas avoir de symptômes, sinon on ne peut pas les identifier en parlant de ce cancer. Alors, les cancers en général ont ce qu'on appelle une phase préclinique. C'est un mot barbare pour dire que le cancer peut évoluer pendant un certain temps sans que le malade n'ait des signes et des symptômes. D'accord? Ça, c'est une notion qui est indépendante de cela, ça doit être clair. Un malade peut avoir un cancer, mais le cancer peut évoluer pendant une période de temps, plus ou moins longue, sans que le malade ne présente des signes. On fait ça une phase préclinique. Mais en général, quand on a des signes, c'est très souvent que la maladie est en train d'avancer. Et c'est ça tout l'intérêt de ce qu'on appelle le dépistage. C'est pourquoi on parle de dépistage. Le dépistage, le principe, c'est justement ça, c'est de détecter la maladie ou bien l'état pré-maladie avant même que ça ne devienne symptomatique. Parce que quand le malade vient consulter le médecin parce qu'il sent déjà des symptômes, ça, ce n'est plus très intéressant. Ce qui est intéressant pour le dépistage, c'est les malades qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont la maladie, donc qu'on traite plus facilement. Et alors, quand on revient un peu sur les symptômes, oui, il y aura des symptômes. Vous pouvez avoir un cancer de la prostate sans symptômes, découvert comme ça au cours d'un bilan, au cours de n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi avoir des symptômes. Parce que la prostate, c'est une glande. Une glande qui va sécréter des substances qui sont très importantes pour le sperme, pour la fonction masculine. Et cette glande-là est très voisine de ce qu'on appelle l'appareil urinaire. L'appareil urinaire a des rapports très étroits avec cette glande-là. Donc ce qui va faire que les signes urinaires seront au premier plan lorsqu'il y aura une pathologie de la prostate. Que ce soit un cancer ou une autre pathologie, ce sera les signes urinaires. Les signes urinaires comme... Difficulté à uriner, oui, pisser beaucoup de fois la nuit. Mais ces signes ne sont pas spécifiques du cancer. Ces signes peuvent être retrouvés dans d'autres pathologies de la prostate. Et le conseil que moi j'ai à donner aux auditeurs, c'est que quand vous avez des signes urinaires, c'est-à-dire l'un de ceux-ci, vous avez du mal à uriner, vous poussez avant d'uriner. Vous vous levez trop souvent la nuit pour uriner. Même quand on boit de l'eau avant de dormir. Oui, mais en général, on a une vessie qui contient. Si vous commencez à uriner plus de 6 fois la nuit, je pense que quand même ça doit vous inquiéter. Ou alors quand vous éjaculez, il y a du sang à l'intérieur. Ou tous ces problèmes urinaires, il y a des spécialistes qui sont là pour régler tous les problèmes qui sont relatifs à l'appareil urinaire. On les appelle les urologues. Donc dès que vous avez des signes urinaires, il faut très vite aller consulter votre urologue. Et votre urologue va faire tous les examens qu'il faut pour vous dire oui ou non, c'est un cancer. En général, les cancers, en général, c'est d'autres pathologies. Il va vous traiter ces pathologies-là. Hein? Donc, dès que vous avez déjà des signes, ça signifie que c'est une maladie qui est déjà plus ou moins avancée. Rapidement voir votre urologue qui va vous mettre un traitement. Et j'en profite pour régler la question. Le cancer de la prostate peut se guérir. On vient juste d'aborder le cancer de la prostate et nous on embraye comme ça sur l'autre cancer, le grand cancer d'ailleurs au Bénin, le cancer du sein qui attaque aussi bien l'homme que la femme. Le docteur Nyonyon l'a dit en début d'émission, on s'appesantit donc sur ce cancer, c'est les mêmes questions que le cancer de la prostate, puisque c'est un ensemble de maladies, c'est des cancers. Quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate? Mais juste une petite mise au point, le cancer du sein, c'est quoi? Alors, le cancer du sein, c'est toute la définition médicale ou scientifique, c'est toute prolifération maligne
localisées au niveau du sein. Donc c'est tout développement, si je vais être plus simple, Oui. c'est tout développement anarchique de cellules au niveau du sein. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas attendre de voir une grosse boule comme une papaye au niveau du sein pour penser que c'est un cancer du sein. Le cancer du sein peut avoir la taille de la tête d'une épingle. Le cancer du sein peut ne même pas être visible à l'œil nu au niveau du sein. Parce qu'il y a une longue phase pendant laquelle vous ne verrez pas le cancer. Mais c'est une prolifération de cellules qui sont anormales, qui échappent au contrôle de l'organisme et qui sont localisées au niveau du sein. Au début, ces cellules vont se localiser uniquement au niveau du sein. Mais très rapidement, ces cellules vont envahir les ganglions. Et quand ils vont dépasser les ganglions, très rapidement, ils vont envahir tous les autres organes. Les ganglions, vous pouvez nous... Pour les profanes... Oui, les ganglions, c'est... En fait, il y a des... Comment puis-je dire? C'est en fait... pour expliquer aux profanes, justement. Alors, c'est des petits relais, c'est des petits nœuds, hein, c'est des petits carrefours qui drainent un liquide qu'on appelle la lymphe. Ce liquide circule dans les vaisseaux lymphatiques. Et les ganglions interviennent comme en fait des carrefours. Et il y a des globules blancs qui sont dans ces ganglions-là, qui interviennent dans la défense. Et les cancers en général sont ce qu'on appelle des cancers lymphophiles. Le cancer du sein est un cancer lymphophile. Il aime se propager dans la lymphe. Donc, quand le cancer commence au niveau du sein, il va rapidement essayer de rentrer dans un vaisseau lymphatique et il va arriver tout de suite à un ganglion. C'est pourquoi vous avez parfois une dame qui a un cancer du sein et tout de suite vous voyez un ganglion au niveau de l'aisselle. Et c'est pourquoi que dans les clips qu'on vous montre pour l'examen des seins, on vous dit toujours qu'en finissant l'examen des seins, il faut palper l'aisselle et là où il peut y avoir des ganglions pour voir s'il y a des ganglions. Parce que le cancer du sein aime la lymphe, il est lymphophile. Donc il va rentrer dans les canaux lymphatiques et il va arriver au niveau des ganglions. Au niveau des ganglions, il va rencontrer une résistance plus ou moins importante. Il va commencer à se multiplier à ce niveau et le ganglion va augmenter. Et après, il va continuer à évoluer vers d'autres organes, vers le foie. Il va totalement détruire le foie, et ce qui peut tuer le malade. Il va totalement détruire le poumon, le malade ne peut pas respirer, ce qui peut tuer le malade. Il peut rentrer dans le cerveau et détruire le cerveau, et le malade peut en mourir. Il peut rentrer dans les os, provoquer une fracture de l'os, rentrer dans les vertèbres, les casser et paralyser le malade. En fait, c'est là toute la gravité du cancer. C'est parce que c'est une maladie qui ne se limite pas à un organe, oui, mais qui a la capacité de traverser les frontières d'un organe et d'aller dans d'autres organes. Quand vous avez une pneumonie, sauf si ça devient une septicémie, en général, ça va être limité à un organe. Et puis si elle n'est pas traitée, elle va se répandre. Quand vous avez une arthrose, c'est limité au genou. Et puis voilà, vous n'avez pas d'arthrose. Mais le cancer, très vite, du sein, vous pouvez passer au poumon, au foie, au cerveau, au rein, à tous les organes très rapidement, qui vont être détruits très rapidement. C'est ça la gravité du cancer. C'est ça aussi la difficulté de son traitement. Et c'est pourquoi, c'est quand vous le voyez au stade précoce, quand il est limité au seul organe, que vous allez le traiter facilement. Je devance un peu les événements, je vous donne un petit exemple sur le cancer du sein. Oui. Savez-vous, madame, que pour traiter le cancer du sein, on n'est pas obligé de couper le sein. Et ceci à une seule condition, que la tumeur du sein soit vue assez tôt. Comme ça, le chirurgien qui va opérer va enlever la tumeur en passant loin de la tumeur, mais en préservant le sein. Mais si le patient attend que la tumeur occupe la majeure partie du sein, on ne peut plus faire cette opération en passant à distance de la tumeur. Et puis quand le patient a attendu cette étape-là, il y a plus de chances que la tumeur ait déjà commencé à envahir les autres organes. Ce qui fait dire souvent aux gens, j'entends souvent que quand vous avez un cancer du sein et qu'on vous opère, vous mourrez. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est parce que, à l'heure actuelle des traitements, quand vous avez un cancer du sein, plus il est vu tôt, plus le cancer du sein est vu tôt, moins on a besoin d'enlever le sein. Actuellement, si le cancer est vu très petit, on peut juste enlever la zone et laisser le reste du sein. Mais quand ce cancer est vu tard, en général, on ne peut pas sauver le sein. On est obligé d'enlever le sein pour sauver la patiente. Et parfois, ça ne marche pas parce que justement, le cancer est déjà vu tard. Et c'est ce qui provoque le décès des malades. Et ce n'est en aucun cas l'intervention. Aux États-Unis, on opère les cancers du sein. En Chine, au Japon, dans tous les pays du monde, on opère les cancers du sein. Et c'est seulement au Bénin qu'on attend que quand on opère le cancer du sein, on en décède. Il y a des pays où les gens guérissent 50 à 75% des cancers du sein. La condition, c'est de le découvrir assez tôt. Et là, on n'a pas besoin d'enlever le sein. Voilà, donc il faut faire diligence. C'est quand on constate quelques signes annonciateurs, mais c'est un peu difficile de les observer, ces signes annonciateurs. Oui, ces signes annonciateurs sont un peu difficiles. C'est pourquoi il faut standardiser les choses. Standardiser, c'est-à-dire établir des règles. Alors, il faut
les jeunes filles doivent savoir le faire. Tous les mois après leurs règles, elles doivent apprendre à palper leur sein pour rechercher une boule. Et si vous commencez à le faire très tôt, vous connaissez vos seins centimètre par centimètre. Et le jour où il y aura une petite boule de 1 cm, vous la repérez. Mais si vous ne faites pas cet exercice, vous allez voir la boule quand elle aura la taille d'une mangue. Et ça, c'est trop tard. Donc, il faut s'habituer à faire l'autopalpation des seins. Pour pouvoir vraiment détecter... Tous les mois après les règles, dans votre chambre, vous palpez vos seins et vous voyez s'il y a des boules. Vous palpez aussi les ganglions. Dès votre jeune âge, ça vous apprend à connaître votre sein. Deuxième chose à faire, tous les 3 ans, tous les 2 à 3 ans, il faut aller voir un spécialiste, un médecin. En général, c'est votre gynécologue ou votre sage-femme, souvent votre gynécologue, qui va vous examiner tous les 2 à 3 ans, un examen de routine, pour voir si malgré tout ce que vous avez fait, il y a quand même une boule. Parce que lui, il a des mains plus expertes pour repérer une boule plus petite que vous n'auriez repérée. Et puis, il y a la troisième méthode qui consiste à faire ce qu'on appelle la mammographie. C'est une radiographie du sein. Et quand vous faites la mammographie est capable de détecter des tumeurs du sein de la taille de la tête d'une épingle que vous ne pouvez même pas toucher vous-même. La mammographie est capable de les détecter et de vous dire que là, il y a une tumeur, même si personne ne peut toucher cette tumeur-là. Et de prendre même cette tumeur en charge alors même qu'on ne peut pas la toucher. Voilà un peu donc ce qu'il faut faire pour diminuer un peu la fréquence des cancers du sein. D'accord. Merci à vous, docteur Gnagnon. C'est donc là les quelques précisions sur ces symptômes-là qu'il faudrait vite Ce n'est pas encore les symptômes. Hein. Ça, c'est comment il faut surveiller ses seins depuis qu'on est une jeune fille. Et ce n'est pas encore les symptômes. Oui, ça permet quand même de devancer les choses et de peut-être détecter quelques modifications au niveau des seins. C'est quand même un organe qui se modifie quand, par exemple, les règles apparaissent. Vous êtes d'accord? Donc, si on ne s'habitue pas à l'autopalpation, ça sera vraiment difficile de pouvoir distinguer peut-être une nouvelle boule qui apparaît et d'une modification qui apparaît au niveau des seins. Et la question de départ, c'était bien les facteurs favorisants. La grande question d'ailleurs, je vais vous permettre de vous étendre sur cette question. Oui, c'est vrai, je dois revenir un peu sur les facteurs de risque. Les facteurs de risque, je l'ai déjà expliqué, c'est quoi un facteur de risque, mais vous avez ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Je commence par les facteurs de risque modifiables, parce que quand on dit modifiable, ça signifie que vous pouvez agir sur ces facteurs-là et les diminuer. Le premier facteur de risque que j'aimerais donner ici, c'est la consommation d'alcool. Plus vous consommez de l'alcool, plus vous augmentez votre risque de développer un cancer du sein. Donc, si vous consommez peu d'alcool, vous diminuez aussi votre risque de développer un cancer du sein. Deuxième facteur de risque que j'aimerais aborder, c'est la nulliparité. Ça veut dire? La nulliparité, c'est un terme un peu barbare qu'on utilise, mais c'est pour dire une femme qui n'a pas d'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant augmente en fait son risque de développer un cancer du sein par rapport à une femme qui a des enfants. À quel âge, par exemple? Oui, en fait, ça m'amène au troisième facteur de risque. Si le premier accouchement intervient après l'âge de 30 ans, ça augmente le risque de développer un cancer du sein. Si vous n'avez pas d'enfant, d'accord, vous avez plus de risques, mais je ne veux pas dire que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants auront un cancer. C'est un facteur de risque. Oui, on a fait le distinguo tout à l'heure. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants, ça augmente votre risque et donc il faut vous surveiller de manière plus rapprochée qu'une autre femme. Maintenant, quand votre premier accouchement apparaît, quand vous accouchez pour la première fois après l'âge de 30 ans, vous avez plus de risques de développer un cancer du sein qu'une femme qui a accouché avant 30 ans. D'accord? Si vous allaitez votre enfant, d'accord, l'allaitement prolongé, 24 mois par exemple, est un bon facteur protecteur contre le cancer du sein. Donc quand vous allaitez votre enfant, vous diminuez d'une certaine manière votre risque de développer un cancer du sein. Il y a après les contraceptions, c'est-à-dire les hormones. Quand vous prenez les hormones, les pilules pour une trop longue période, en général supérieure à 10 ans, vous augmentez votre risque de développer un cancer du sein. Et puis, il y a un facteur qu'on retrouve de plus en plus, qu'on retrouvait chez les Occidentaux, c'est l'excès de poids, l'excès d'alimentation riche en calories et le manque d'activité physique. Donc, problème d'obésité, de surpoids. Obésité, malbouffe et manque d'activité physique
augmente le risque de cancer du sein. Et ça, vous avez vu, c'est des facteurs, je ne vais pas trop me... Sur lesquels on peut jouer. On peut jouer. Vous pouvez diminuer votre consommation d'alcool, vous pouvez faire de l'exercice physique, vous pouvez maigrir, vous pouvez plus ou moins agir sur ces facteurs-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque non modifiables, malheureusement. L'âge des premières règles. Les filles qui ont eu leurs premières règles très précocement, surtout avant 12 ans, avant 10 ans, ont plus de risques de développer un cancer du sein que les filles qui l'ont eu à un âge normal. Mais encore pour les jeunes filles... L'âge normal aujourd'hui, c'est quand? Bon, en général, c'est après 12 ans. Après 12 ans, Je ne sais pas, oui, je pense. Normalement, c'est après 12 ans. Les gynécologues s'occupent bien de la question, mais pour augmenter le risque de cancer, les premières règles avant 12 ans augmenteraient le risque de cancer. Mais il ne faut pas que toutes les jeunes filles qui nous écoutent et qui ont eu leurs règles avant 12 ans commencent à s'inquiéter. Ce n'est qu'un facteur de risque. Ce n'est qu'un facteur de risque. Ça augmente légèrement le risque. Ça montre juste que vous devez faire plus attention à vous. Ça ne veut en aucun cas dire que vous aurez un cancer. J'insiste dessus. Pas de psychose. Autant si l'âge des premières règles est trop bas, si l'âge de la ménopause est trop élevé, c'est-à-dire des femmes qui ont leur ménopause après 50, 55 ans, après 60 ans, elles ont plus de risque de développer par la suite un cancer du sein que les femmes qui ont eu leur ménopause à 50 ou 49 ans, par exemple. D'accord? Donc l'âge des premières règles, si c'est trop tôt, ça augmente le risque. L'âge des dernières règles, l'âge de la ménopause, si c'est trop tard, ça augmente le risque. Et par rapport aux règles, quand c'est un peu trop tard, l'apparition des premières règles, est-ce que ce n'est pas aussi problématique? Pour d'autres raisons, hein, qu'un gynécologue vous expliquera mieux que moi, mais ce n'est pas un risque de cancer du sein. Ce n'est pas un risque de cancer du sein. Le risque de cancer du sein, c'est quand les règles sont trop précoces. Les jeunes filles trop précoces. Et les antécédents familiaux, les antécédents familiaux de cancer du sein. Vous connaissez l'actrice Angelina Jolie, oui, qui s'est fait enlever les deux seins parce que dans sa famille, elle a un gène, et là c'est bien expliqué pour le cancer du sein. C'est un gène qu'on appelle le BRCA1 et le BRCA2. Quand vous avez ces gènes-là, vos chances de développer un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire sont extrêmement élevées, pratiquement inéluctables. Et donc elle a décidé d'enlever ces deux seins pour éviter le cancer, parce que c'était pratiquement sûr qu'elle développait un cancer, parce qu'elle a ce gène-là. Donc, il n'y a pas moyen de l'étouffer? Aucun moyen de l'étouffer. Il faut enlever rapidement. Oui, si c'est cette forme-là, mais c'est très rare. Ça fait moins de 4% des cancers quand même. C'est des cancers du sein. Cette affaire de BRCA1 et BRCA2, je pense, si j'ai bonne mémoire, est responsable de moins de 4% des cancers du sein. Donc, le traitement, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est d'enlever les seins et parfois les ovaires. Et les reconstruire en mettant des seins encore plus jolis que ceux qui étaient là avant. C'est pourquoi vous ne remarquez rien quand elle est à l'écran. Et donc, voilà. Oui, est-ce que ce n'est pas problématique? Ça n'entraîne pas d'autres problèmes? Comment on l'appelle, les silicones, se refaire les seins, tout ça? C'est pas la même chose? Il peut y avoir quelques problèmes associés à cela, mais ses chances de développer un cancer du sein avant 40 ans étaient supérieures à 60%. Donc, si elle ne faisait rien, elle aurait probablement développé un cancer du sein dont elle serait morte, parce que c'est une forme très agressive. Donc, l'attitude la plus sage était celle-là. Mais je ne veux pas trop insister sur ces facteurs parce qu'ils ne sont responsables que d'environ 4% à mon avis des cancers du sein. Mais c'est important. Quand vous avez dans votre famille des gens qui ont eu des cancers du sein, il faut vous suivre de manière un peu plus attentive. Et c'est ça le message que j'aimerais passer. C'est-à-dire que si dans la famille il y a déjà eu des cancers du sein, vous augmentez un peu votre risque d'avoir avant tout un cancer du sein. Et puis il y a toutes ces lésions bénignes du sein. Hein? Il y a deux sortes de lésions bénignes. Il y a les lésions, les lésions bénignes, les blessures, non, les tumeurs, les boules, les nodules du sein. Il y a des nodules du sein qui ne sont pas des cancers. D'abord, tous les nodules du sein ne sont pas des cancers. Vous avez des nodules du sein qui ne sont pas des cancers, qui sont des boules totalement inoffensives. Totalement inoffensives. D'accord? Et puis, vous avez des boules du sein qui sont des nodules avec ce qu'on appelle des atypies. Les cellules dans ces boules ont déjà commencé à devenir un peu folles. Ces boules-là, si vous les avez eues, augmentent le risque de développer un cancer du sein. Et puis, vous avez le cancer lui-même. Mais si vous avez une boule où les cellules en griffe n'étaient pas du tout folles, ça n'augmente pas votre risque. Mais si vous avez une lésion bénigne du sein, une boule où les cellules étaient un peu folles en griffe, ça augmente. On appelle ça des atypies. Et c'est le médecin qu'on appelle l'anatomopathologiste qui, quand on va, c'est pourquoi à chaque fois, et ça j'aimerais le dire à toutes mes soeurs, à chaque fois qu'on vous opère du sein, il faut récupérer la boule qu'on vous a enlevée et vous l'envoyer chez le médecin qu'on appelle l'anatomopathologiste. Et c'est lui qui va vous dire, tiens,
c'est une boule totalement inoffensive, on vous laisse en paix. Ah non, c'est une boule où les cellules ont commencé à devenir folles, mais qui ne sont pas encore folles. On vous surveille. Ou alors, c'est une boule où c'est déjà un cancer. Alors, dans ce cas-là, on vous envoie chez un autre médecin pour mieux faire votre prise en charge. Tant que vous n'avez pas envoyé tout ce qu'on enlève de votre corps chez l'anatomopathologiste, on ne peut pas vous prendre en charge correctement. Ça, c'est important. Il ne faut plus vous faire opérer et aller jeter ce qu'on vous a enlevé ou les faire enterrer. C'est très grave parce qu'après, on ne peut plus vous soigner. C'est important. Message important et on espère que c'est enregistré. Et pour la suite, des facteurs favorisants en ce qui concerne le cancer de sein, avant de boucler cette émission, vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, juste pour dire que le cancer du sein est de plus en plus une maladie fréquente. Et sa fréquence, ce n'est pas très étonnant parce que quand on lit un peu les statistiques, la plupart des auteurs admettent qu'une femme sur 11 dans le monde souffrira d'un cancer du sein. C'est-à-dire que quand vous êtes assis devant vous, vous voyez 11 femmes passer, il y en aura une au moins statistiquement qui développera un cancer du sein. Donc que ce soit fréquent, ce n'est pas tellement ça le problème. Mais au Bénin, on a l'impression que les femmes ont des cancers du sein à un âge excessivement jeune. On voit des cancers du sein à 30 ans, à 32 ans, à 24 ans, la semaine passée j'en ai vu, à 25 ans. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et ça appelle un peu à ce que toutes nos sœurs puissent se réveiller et puis être un peu rigoureuses dans leur surveillance. Parce que comme je vous l'ai dit, si c'est détecté très tôt, ça peut se guérir. Si c'est détecté très tard, les chances de guérison sont beaucoup plus basses. Donc l'objectif, c'est de détecter ce cancer-là très tôt et de pouvoir le traiter assez tôt pour que le maximum de patients franchement puissent retrouver une santé. Voilà. Et les traitements ont beaucoup évolué actuellement. Il y a beaucoup de traitements. Voilà. Donc plus tôt c'est et mieux ça sera traité. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est l'autopalpation et puis le gynéco qui va vous permettre de mieux surveiller cet organe-là, vraiment important. Et donc pour s'éviter des souffrances et aussi la mort, puisque c'est le stade final. C'est donc tout pour cette émission.